Tout d'abord, comme le disait M. Gronowski ce matin, qui nous signalait que peu de détenus juifs, in fine, étaient passés d'abord par l'avenue Louise avant d'arriver à la caserne d'Ossins, dans l'état actuel des recherches au niveau du mémorial de Brendonck, on constate finalement que très peu de détenus de Brendonck également sont passés par l'avenue Louise avant d'atterrir d'une façon ou d'une autre à Brendonck. Puisque à ce jour, on en a dénombré une cinquantaine seulement. Donc une cinquantaine de détenus sur à peu près 3600 auraient fait d'abord un passage à la caserne d'Ossins. Qui plus est, sur cette cinquantaine, tous n'ont pas été interviewés, au contraire de M. Schreiber ici devant moi, et n'ont pas tous laissé trace effectivement de ce passage-là. Et quand bien même on les a interrogés, ça n'a pas toujours été de la meilleure façon, et c'était très centré sur le passage à Brendonck, et donc je ne dispose de pas grand-chose relatif à ce passage. Ce qu'on peut retirer en gros du passage de l'avenue Louise, d'abord, c'est l'hyperviolence. Alors même s'ils ne furent pas tous torturés, ressort de leur témoignage, c'est cette violence extrême, battu à nerf de bœuf, balancé, frappé. Monsieur Blum, lui, par exemple, n'est pas torturé, il le signale dans son livre, Jean Blum, il dit simplement qu'on lui a menacé de lui couper les oreilles. On a connu humour plus sympathique, à tout le moins. Et voilà. Mais donc, il y a vraiment cette hyper-violence qui ressort de facto de tous ces témoignages. La seconde chose, c'est qu'ils y passent peu de temps. Un jour, 2 jours. André Winen est un peu exception, puisqu'il dit qu'il y passera 6 jours quant à lui. Troisième élément, il ne loge pas. Effectivement, on vient là pour être interrogé. Les interrogatoires renforcés, effectivement, c'est-à-dire on vient pour y être torturé et en attendant on est parqué dans les caves, mais donc on loge, pour la plupart ils décrivent les trajets vers Saint-Gilles où ils sont gardés en détention et ramenés le lendemain matin effectivement. Et enfin, dernière chose finalement qu'ils racontent tous, et c'est peut-être le plus étonnant, le détail qui les a surtout frappés, c'est le transport. Ils se souviennent presque tous et toutes du modèle de la voiture, du modèle du camion, qui est une Mercedes, qui est une Traction, qui est une Citroën, style Gestapo, qui sera style FFI un peu plus tard, etc. Camion, bâché, non bâché. Donc il y a vraiment une mémoire assez sélective à ce niveau-là dans ce qu'ils vivront. Certains n'ayant d'ailleurs plus aucune notion du temps, de ce qu'ils ont passé dans les caves de la Gestapo, disant mais il faisait un noir absolu là-dedans. Et donc voilà, je n'ai aucune idée du temps que j'ai passé au sein de ces caves. Toujours est-il que finalement, après très peu de temps, ils arrivent à Brendonck où généralement ils sont parqués dans d'autres cellules. Et donc ces cellules, en réalité, donc le fort de Brendonck, je ne vais pas vous décrire ce qu'il est, vous le connaissez toutes et tous. C'est la chose que vous voyez là derrière moi, donc dans un dessin de Jacques Ox, qu'il a bien connu puisqu'il l'a fréquenté pendant plusieurs mois, avant de fréquenter ultérieurement la caserne d'Ossins, donc fort de 1914, dans lequel, dès l'origine, se trouvent 3 cellules. Vous les voyez, je ne vais pas les montrer sur l'écran, je n'ai pas de quoi vous le montrer. Donc dans le couloir central, partie droite, vous voyez à un moment 3 petites cellules. Ce sont les cachots de l'armée belge pour le soldat modèle 14 de l'armée belge qui était condamné au cachot. Les nazis, les SS occupant le camp très rapidement, à savoir les premiers détenus arrivent à Brendonck le 20 septembre 1940. Dès le juin 1941, ces cachots sont subdivisés en 6 cachots, encore plus petits, n'ayant aucun accès à la lumière du jour. Mais très rapidement, ces 6 cachots ne sont pas non plus suffisants. On va donc réaménager une chambre en y installant pour d'une part 8 cellules, peu après 8 autres, et enfin, dans la chambre voisine, on installera encore 16 cellules supplémentaires, portant dès lors un total de 32 cellules. Voici un plan, vous voyez les cellules dans le couloir du fond, les 14 chambrées. Dans la partie droite, vous voyez, c'est 32 cellules construites donc dès 1942. On n'en a pas une chronologie extrêmement stricte, on se base sur les factures que nous ont laissées les firmes locales qui sont venues construire grossièrement ces cellules donc durant l'été 42 grosso modo. Alors en réalité ces cellules sont minuscules, j'en ai écrit quelques photos. Voilà le couloir central d'une de ces 2 rangées de cellules à droite et à gauche, 8 cellules à droite, 8 cellules à gauche. Chaque cellule fait grosso modo 2 mètres sur 1,50 m, grosso modo 2,20 m. Le plafond est fait d'une énorme grille dont les barreaux sont fixés avec des fils de fer qui auront leur importance plus tard. Certains détenus les détacheront pour graver justement les graffitis et laisser trace visible de leur passage. Voici
grosso modo, donc, à quoi ressemble une cellule type du fort de Brendong, donc en longueur, grosso modo 2 mètres, donc la largeur, dans largeur une planche, 60, 70, 70 cm, sur laquelle on se couche la nuit, obligatoirement relevée le long du mur, le jour. Vous avez à votre disposition une petite écuelle éventuellement, et surtout une petite boîte en fer blanc, une petite boîte de conserve, un pot de confiture, des crives d'aucun autre, qui servait à faire les besoins de la journée. C'est d'ailleurs une caractéristique que tous nous disent, c'est l'odeur pestilentielle qui règne évidemment, on l'a signalé, enfin des témoignages le signalaient tantôt, l'odeur pestilentielle qui règne dans ces cellules fait partie de l'horreur du quotidien évidemment. Et donc votre quotidien, c'est ça, dans les cellules de Brendong. Les cellules sont de 2 types en fait. On a des cellules intégralement fermées pour des mises au secret de ce qu'on appelle les arrestanten, qui ne doivent reconnaître personne, de peine ou de peur évidemment qu'ils avertissent du danger. Et d'autres sont grillagées, ce que Jean Blum décrit comme étant des cages dignes d'un jardin zoologique, puisque là les arrestanten, les gens mis aux arrêts par les nazis, devaient rester en vue du gardien, en surveillance permanente évidemment du gardien. Alors en réalité, je pense que c'est Benoît Magérus qui disait tantôt qu'entre la théorie et la pratique, il y a une marge. Mais ici aussi à Brendong, ces cellules sont à l'origine construites pour des raisons bien strictes, de mettre des gens aux arrêts, les arrestanten. Vous avez là un extrait du document officiel concernant le fort de Brendong, le mémorial de Brendong, en tout cas pas le mémorial à l'époque, le SS Auffanglager Brendong, qui stipule que l'on a 3 types de mises aux arrêts de plus en plus dures. La première, on arrive avec sa couverture, c'est 2 couvertures si je ne m'abuse d'ailleurs. Oui, mais j'ai un problème technique, mes lunettes sont cassées, donc je lis assez difficilement. 2 couvertures, son Strozac, son sac de paille, et qu'on a droit au repas normal, puis il y a un degré suivant de punitif, on n'a plus qu'une couverture, et puis finalement on n'a même pas le sac de paille. Il faut relativiser les choses, on est là dans la théorie, la pratique sera totalement différente, il y aura, je crois, généralement pas de sac de paille, on crève de froid littéralement dans ces cellules, même s'il y a un poil, etc., etc. Donc de nouveau, on est là dans cette logique entre une théorie où, par exemple, il est bien stipulé dans ce règlement interne du fort de Brendong qu'il est streng verboten de frapper les détenus. C'est au moins original à lire lorsqu'on a entendu les récits des survivants. Donc là, vous avez de nouveau la façon dont il faut traiter un hafteling, un détenu, et la façon dont les détenus sont représentés par Jacques Ox sortant de ces cellules. Ils sont au secret, donc ils peuvent sortir de ces 3 mètres carrés une fois par jour, cagoulés d'une cagoule sombre, et ils doivent emporter généralement avec eux leur tinette pour aller la vider, faire leurs besoins quotidiens, éventuellement, s'ils ont de la chance, se débarbouiller, et retour en cellule. Ces cellules froides, pestilentielles, où la lumière brûle en permanence en réalité, selon tous les témoignages que nous possédons, et où la seule occupation de la journée est très simple, du lever au coucher, être debout, fixe au milieu de la cellule. Tous ceux qui ont vécu ça, de 8 à 10 heures par jour, vous diront que c'est une souffrance insupportable. La seule chose possible, c'était d'essayer de discuter avec ses voisins. Il faut quand même bien imaginer que quand on regarde effectivement les cellules, certains ont leur fils à 2 cellules d'intervalle, d'autres ont leur mari, leur épouse, qui se fait torturer à 2 cellules 2. Donc on est en quête de la moindre nouvelle. Ça ressort vraiment de tous ces témoignages, quelque part, qu'il fallait essayer de se renseigner. Alors en réalité, on va passer à ce qui est réellement l'objet de ma venue ici, ce sont les graffitis. En fait, il y a des centaines de graffitis visibles sur les murs de ces cellules de Brendong. Des centaines de graffitis qui ont été littéralement gravés. Ce ne sont pas des graffitis dessinés, ils ont été gravés avec un clou, ramassés sur le chantier probablement. D'autres, comme je vous l'ai dit tantôt, ça c'est M. Michels Benoît qui nous le décrit, avait essayé d'arracher, enfin pas essayé d'ailleurs, il avait arraché un morceau de métal de sa cellule et a commencé à graver sa porte de centaines de petites barrettes. Il est resté 106 jours en détention dans ces cellules d'isolement. Bon, M. René Reindorf, avant sa déportation, restera 8 mois dans ces cellules d'isolement. En réalité, d'autres arrachent un clou de leur chaussure aussi.
On a encore des chaussures cloutées à l'époque, donc on arrache le clou pour graver. C'est ce qui nous permet d'ailleurs finalement d'encore avoir trace de la plupart de ces graffitis. Alors en fait, je vous en montrer quelques-uns, c'est quand même le but ici de cet exposé, de vous montrer ces traces. J'ai essayé de les systématiser un peu, de les reclasser par ordre d'occurrence. La première chose que l'on repère évidemment, vous vous en douterez, c'est les références religieuses. Ça, on en retrouve quasi dans toutes les cellules du fort de Brendong, que ce soit sous forme d'une simple croix, d'une croix où il est mis mon Seigneur et mon Dieu. On retrouve des centaines de croix disséminées. Reconnaissons aussi qu'évidemment c'est de facto la chose des plus faciles qu'il soit aggravé aussi. Outre l'appel de la religion pour être sauvé, c'est aisé à graver. Au niveau du thème religieux, il y a aussi tout ce qui est appel à Dieu et à la prière. Dieu seul peut te sauver de cet enfer. Prie Dieu et il t'en sortira. À graver un détenu sur le battant de sa porte. Là, vous voyez en néerlandais bid God. Un autre qui nous dit Hier moet men bidden, wie niet bidt is verloren. Donc qui ne prie pas est perdu, effectivement. Là, on en retrouve effectivement quelques dizaines. Quasiment toutes les cellules sont recouvertes de ce type de graffiti. La cellule 15 est assez exceptionnelle à ce niveau-là parce qu'elle est littéralement religieuse. Il y a d'abord cette tête de Christ dessinée par un certain Isidore Verbist. En fait, c'est étonnant, il s'est fait connaître de la façon suivante. Un certain Victor Trido, lui aussi un occupant d'une de ces tristes cellules, a publié un livre avec cette photo de Christ. Et du coup, l'Isidore Verbist a envoyé un courrier en 1946 en disant tiens, c'est moi qui l'ai fait, et vous y retrouverez également ceci, ceci, ceci. Toutes choses qui sont perdues. En fait, il avait écrit pas mal de choses tout autour. Vous voyez qu'en réalité, là, il a quasiment utilisé il a à peine effleuré le plafonnage et la peinture. Et donc là, effectivement, on parlera dans 2 secondes de la conservation, ça pose des problèmes, et à terme, ce sera très probablement perdu, ce ne sera plus conservé que comme vous le voyez là, sous forme de photographie ou autre. Il a été gravé aussi à côté le Sacré-Cœur de Jésus, protégez-moi, les mots de la Passionnariat, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Il a encore rajouté une tête de Christ de profil, et puis vous avez d'autres inscriptions relatives à Jésus, le Christ, le Dieu Tout-Puissant, etc., etc. Un deuxième thème qu'il eût cru, ce sont les calendriers. Calendrier restreint, c'est surtout des calendriers des jours, évidemment, du décompte long des jours passés en cellule. Là également, c'est aussi aisé à faire, évidemment, il suffit de faire une barre. Et donc vous en voyez quelques exemples de tout type, de tous ordres. Les jours de la semaine, évidemment, marquent l'arrivée au camp. Donc l'un débute le jeudi, l'autre le vendredi, l'autre le dimanche. Certains n'ont même pas le temps de commencer le calendrier parce qu'ils sont déjà déportés. On a des cas de gens arrivés à Brendong, déportés très rapidement, et donc qui n'ont à peine eu le temps que de commencer leur calendrier. Donc voilà pour les calendriers. En voilà un plus complexe déjà. Vous voyez que là, ce détenu-là est resté quand même quelques mois, probablement, dans les cellules du camp. Autre chose, on l'a signalé tantôt aussi, les noms, les adresses, les dates d'internement. Bon, vous avez Madame Chok-Janine, j'ai fait des recherches, il m'est impossible de retrouver cette dame. Elle n'apparaît pas, que ce soit au service des victimes de guerre, etc. Pourtant, visiblement, elle est passée, c'est une certitude. Spiritus Georges, par contre, on l'a retrouvé sans problème. Je vous ai parlé de Jean Blum, journaliste à la Voix du Peuple, le voilà, il a tracé le nom de sa rue des Carmélites 22 à Uccle, 1080, elle n'existe plus d'ailleurs, j'ai été vérifié. Mailleux de Braine-le-Comte, avec sa date d'incarcération à Brendong, c'est quelque chose de très récurrent, évidemment. On veut laisser une trace visible, effective, du fait qu'on va peut-être disparaître et qu'il faut que son nom survive quelque part. Mais on n'oublie pas sa famille, logique. Pas mal des détenus de Brendong sont d'un certain âge. Il faut quand même se dire qu'à peu près 900 détenus du fort sont nés avant 1900. Or, nous sommes à partir de 40 jusqu'en 44, donc souvent déjà une cellule familiale, des enfants. Et donc, on grave le nom de la famille ou on demande de l'aide pour sa femme, évidemment, à quelqu'un que je n'ai évidemment pas du tout pu reconnaître. Il y en a un qui adore sa famille, il grave sur la porte, il bemin u allen, en heb u lief en bid veel voor u, mais il demande quand même bid veel voor mij, ik dank u. Donc il y a effectivement la réciprocité qui est demandée à la famille, qu'on prie pour elle, qu'on prie pour lui aussi comme il le prie autant pour eux.
Les appels évidemment patriotiques, c'est une des principales raisons, on parlait de la résistance nationale, une des principales raisons de l'enfermement aussi dans des camps tels celui du SS Auffanglager Breendonk, donc que ce soit la liberté chérie, patrie chérie, je t'aime même dans la mort, ta mort est la bienvenue dans la souffrance, que ce soit vive la Belgique libre et indépendante ou simplement indépendante, il est clair que les cellules sont jalonnées de ce genre de graffiti également, d'appels patriotiques. Néanmoins, pas du tout absent, loin de là, la vengeance. L'un prévenant qu'il reviendra, on se doute évidemment ce qu'il a en tête lors d'un éventuel retour, d'autres qui signalent, je crois, œil pour œil, dent pour dent, notre heure vient. Il y a effectivement de très nombreux appels à la vengeance. Nakomet aussi, je pense, c'était assez régulier dans certains milieux juifs aussi, l'appel à la vengeance malgré tout. Il ne faut pas l'oublier. Un des appels à la vengeance les plus célèbres, entre guillemets, c'est celui-ci, c'est celui de Marcel Bury, locataire, dirais-je, de la cellule numéro 8, qui publie ses mémoires en 1988, et qui écrit évidemment sur le côté en grand « Mort aux traîtres flamands ». Alors il précise déjà dans son livre, je ne vise pas le peuple flamand, mais bien les bourreaux qui m'ont tapé dessus, mais il se plaint dans son livre que c'est effacé, et c'est évidemment, puisqu'il avait eu ce courage de dénoncer les traîtres, les SS flamands, qu'on avait effacé au sein du fort de Breendonk ces traces. Non, hélas, c'est beaucoup plus prosaïque que ça. Ben, le temps fait son œuvre, on parlera dans 2 secondes de la conservation de ces éléments. Vous le retrouvez encore un tout petit peu quand on regarde attentivement, il faut que je regarde moi-même. Normalement, dans le coin inférieur droit, on repère le mort. Regardez bien, il est là. Et le haut est ici en dessous. Donc simplement, et là, c'est le temps qui a déjà fait son œuvre et qui a effacé. Il n'y a pas de volonté politique d'un message qui nous dérangerait pour quelque raison que ce soit, ou qui dérangerait qui que ce soit. On est là dans la trace historique simplement d'un appel à la vengeance. Et d'autres leur répondent en mélangeant les 2 thématiques précédentes. Ne parle pas de vengeance, mais prie Dieu. Donc là, il faut un peu le lien entre ces 2 typologies en tout cas. Certains ont des lettres, entre guillemets, il y a des citations latines, que ce soit l'une qui est inachevée, Sicut vitis abundans, qui est probablement une citation incomplète du psaume 128, qui dit dans sa totalité, ta femme est comme une vigne féconde dans le secret de ta maison. Ne me demandez pas pourquoi il a voulu écrire ça dans les cellules de Breendonk, toujours est-il que ça y est. L'autre citation est plus logique quelque part, puisqu'en gros, littéralement, c'est les beaux jours sont à venir. Donc là, on peut comprendre qu'on l'ait gravé comme ça. Ça demandait quand même certaines lettres, hein, évidemment. Alors au niveau des divers, une clé de sol, une tête de chien, c'est joli, presque un bas-relief, un petit visage, le mot Pax avec la croix, une femme de profil. Là, je pourrais vous en montrer des centaines, évidemment, chacun selon son imagination a gravé, a noté ce qu'il entendait comme il l'entendait quand il le voulait. Et alors ce qu'on appelle le poème tchèque. On retrouve un jour un PV de l'auditorat militaire dans lequel un inspecteur dit « J'ai trouvé un poème tchèque dans une cellule de Breendonk ». Vous le voyez donc inscrit de long, là, tout en bas. Il fait toute la cellule, donc ça fait 4 mètres d'inscription. Et effectivement, c'est absolument incompréhensible, et donc c'était du tchèque. En réalité, dans le procès-verbal même, l'inspecteur de police signale « Non, c'est simplement du néerlandais écrit de gauche à droite, de bas en haut ». Et donc, voilà, c'est une sorte de pensée philosophique dans un néerlandais de l'époque, évidemment, assez difficile à comprendre. Et donc, si vous le lisez dans la cellule de Breendonk, ben, vous le lirez « Sine Deich Gedud » et ainsi de suite, et vous devrez le déchiffrer face à un miroir, tout simplement. Et donc, le poème tchèque se révèle être une citation, simplement une pensée philosophique très noire d'ailleurs, sur la mort, etc. Alors en réalité, ce matin, Daniel Weishoff faisait référence à des superpositions de graffiti. Alors à Breendonk, il n'y a pas seulement des superpositions de graffiti, il y a des superpositions de mémoire aussi. En ce sens qu'il y a différentes strates mémorielles. Le camp de Breendonk fut d'abord
le camp de l'armée belge qui a combattu en 14-18 vaillamment, etc., selon ce qu'on en dit, l'expression consacrée. Mais là, on n'en a pas de trace puisque les cellules sont postérieures de toute façon. Mais dès que les cellules sont construites, nous avons le SSA